BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne, spéciale Silicon Valley. François Sorel. Bonsoir à tous, bienvenue sur BFM Business, bienvenue dans Tech Co, la quotidienne, et bienvenue sous le soleil de San Francisco. On est ici à l'embarcadère du Ferry Building. Le Pacifique est juste là et on vous propose ce soir encore un Tech Co spécial depuis la Silicon Valley avec des invités passionnants. Je recevrai tout à l'heure la patronne de la French Tech de San Francisco qui va nous expliquer comment la French Tech aide justement les startups françaises et les entrepreneurs français à s'installer ici. On parlera aussi d'une boîte géniale de spatial, c'est Loft Orbital. Je recevrai son cofondateur. Il nous expliquera comment le spatial est en train de révolutionner notamment le lancement de satellites. Et puis Luc Julia sera avec nous en toute fin d'émission. Il nous racontera son parcours d'entrepreneur de la tech, d'ingénieur, puisque ça fait plus de 30 ans qu'il est là. Voilà, Tech Co spécial depuis la Silicon Valley. Bienvenue. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, Tech Co, la quotidienne qui vous fait vivre encore cette Silicon Valley au cœur de San Francisco avec, si vous êtes avec nous à la télé, cette vue incroyable sur le Pacifique. Nous sommes ici dans les locaux de KT Innovation. On les remercie d'ailleurs de nous accueillir pour ces petits entretiens que je vous propose maintenant. Le premier d'entre eux, ce sera avec la représentante de la France ici à San Francisco. C'est Sophie Rougerie qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice et coordinatrice de la French Tech à San Francisco. La French Tech, voilà, qui représente bien évidemment l'innovation dans le monde entier, parce que des antennes French Tech, il y en a ici, mais il y en a un peu partout dans le monde. Première question, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu votre parcours. Vous étiez avant dans le Pays Basque, vous êtes arrivé il y a un peu plus d'une dizaine d'années ici aux États-Unis. Dans quelles circonstances s'est fait cette venue ? Je crois que vous aviez des enfants, vous vouliez vraiment qu'ils s'éduquent et qu'ils apprennent ici aux États-Unis. C'est pour ça que vous êtes venu ? Exactement, oui. Nous étions au Pays Basque depuis une dizaine d'années avant, chez Quicksilver. Oui. Très belle aventure. Ouais. J'avais une petite carrière dans le corporate avec Accenture avant sur Paris. Et puis en fait, au Pays Basque, c'était le paradis, on était très bien. On était déjà entrepreneurs après Quicksilver et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque une aventure à l'international et on aimerait que nos enfants parlent anglais. C'était pour nous la base. Évidemment, San Francisco, c'est un petit peu le cœur de l'entrepreneuriat. Ça ressemble énormément au Pays Basque, entre la baie, l'océan et la montagne. Donc on est venu en repérage, on a adoré. On n'était pas dans San Francisco, on est sur Marin County, à Mill Valley. Voilà, un petit village, il faut y aller si vous avez encore quelques jours. Et voilà, et c'était il y a 11 ans et on ne regrette pas, on adore. Vous vous considérez comme un enfant du pays maintenant ? C'est-à-dire que la Californie vous a adopté et vous resterez ici On est devenu américain cette année. Ouais. On avait vraiment envie d'être libre, de se sentir libre, de la chance d'avoir cette double nationalité, donc on l'a fait. Je sais pas, moi je me sens plutôt citoyenne du monde. J'adore l'aventure, j'adore découvrir différentes cultures, différents pays. Je reste quand même très attachée au Pays Basque, mais j'adore vivre ici et je me sens chez moi maintenant. Ouais. Donc vous avez, on l'a compris, vous avez travaillé dans le corporate, vous avez aussi travaillé dans la communication, vous avez même eu une aventure entrepreneuriale, je crois, avec Magic Bed, tout à fait, dans les années 2010. Ouais. Donc là maintenant, vous êtes la patronne de la French Tech ici. Quel est votre rôle en fait ? Quel est le rôle de Sophie Rougerie à la French Tech ? Ouais, alors mon travail au quotidien, déjà j'y suis depuis quelques années. C'est une des premières French Tech à l'international avec New York. On fête nos 10 ans cette année. C'est super agréable de travailler à la French Tech San Francisco. Comme vous le voyez en étant là, il y a une belle dynamique, il y a une très belle communauté. On a un board d'une 8aine de personnes. On a des ambassadeurs. Et en fait, c'est tous soit des entrepreneurs, des top exécutifs ou des VC ou voilà. Et en fait, qui sont là depuis quelques années. Et mon rôle, c'est de coordonner tout ça. Donc, en fait, je suis la seule salariée, même si je suis consultante pour la French Tech. Mm-hmm. Tous les autres postes sont bénévoles. Et en fait, de créer des synergies entre les Américains et les Français, d'accompagner des entrepreneurs qui arrivent ici et de faire vivre la communauté.
Donc, je fais des événements, je crée du contenu, des newsletters, des interviews. Et puis, on travaille main dans la main avec toutes les associations, les organisations francophones ici dans la Silicon. C'est-à-dire que je suis entrepreneur, j'ai une bonne idée, j'ai envie de m'émanciper, de venir aux États-Unis, pourquoi pas dans la Silicon Valley, et ici à San Francisco. On peut contacter la French Tech. Comment ça se passe? Comment on peut rentrer en contact avec vous? On a des outils très à jour, notre site internet déjà, Ouais. LinkedIn, ça c'est D'accord. l'outil numéro un pour travailler, Ouais, je le trouve réseau, ici, bien voilà, sûr. le réseau. Donc on peut me trouver sur LinkedIn, sur le site de la French Tech, également tous les board members voilà, Mhm. qui sont là tous pour donner de leur temps. Donc Mathieu Soulet de KT Innovation et un de Ouais. de Qui nous nos board reçoit ici, members, d'ailleurs. voilà, Ouais. Reza Malekzadeh, qui est le président fondateur, Mhm. qui est entre Paris et ici. Donc, nous contacter tout simplement. Effectivement, je suis la personne vraiment dédiée pour répondre au quotidien par email, voilà, sur LinkedIn et ensuite on met les gens en relation. Évidemment, il ne faut pas arriver en disant bon, je cherche un travail, j'arrive demain, mettez-moi en relation. Il faut aussi construire un petit peu sa demande, réfléchir qu'est-ce que j'attends de San Bien Francisco, sûr. qu'est-ce que j'attends des contacts que je vais avoir. Et nous, notre aide, c'est de faciliter. Ouais, vous êtes un facilitateur, Ouais. c'est ça? C'est-à-dire Ouais. que vous allez faire rencontrer les bonnes personnes Mhm. au bon moment, c'est ça Oui, l'idée? en fait, c'est de vraiment comprendre le besoin, comprendre les besoins de ces entrepreneurs ou Ouais. de ces personnes qui souhaitent vraiment venir s'installer ici. Et ensuite, d'identifier les personnes qui pourraient être là pour apporter un partage d'expérience, des relations. Le networking, c'est, pour moi, quand on est à l'international, c'est Mhm. l'action numéro 1 à faire quand on arrive quelque part, surtout ici, c'est de rencontrer, prendre le pouls de ce qui se passe ici. Et puis ensuite, bah, voilà, on va aider, pas simplement moi, mais on va aider les mises en relation. Les mises en relation et puis aussi l'installation dans un pays qu'on connaît peut-être pas. Enfin, je sais pas, il y a sans doute des démarches, des papiers, des choses comme ça. Vous allez jusque-là dans l'accompagnement ou pas? Alors, on a dans notre réseau des avocats, des D'accord. experts comptables, et Mhm. puis ensuite, c'est aussi l'expérience personnelle. Pour l'avoir vécu, quand on est expatrié, on arrive, c'est vraiment la sensation que j'ai reçue en arrivant, c'était je suis toute nue. Enfin, Oui, c'est ça. c'était ça. Ouais, Les ouais. gens ne me connaissent pas, je ne sais pas où aller faire mes courses, je ne sais pas où mettre mes enfants à l'école, preschool, on ne sait rien. Et donc, le réseau tant professionnel devient aussi personnel. Et donc, on n'avait pas d'amis en arrivant ici. Donc, on rencontre des gens, ils nous donnent des conseils. Mhm. Et effectivement, ça conseille, du choix de la preschool, de faire ses courses, acheter son matelas, ou quoi, comment, trouver son numéro de sécurité sociale. Il y a des gens qui viennent en expatrié, tout compris. Et il y en a de moins en moins. Et il y en a d'autres qui arrivent vraiment comme Oui. nous, avec Avec une valise. voilà, on avait notre projet professionnel, mais voilà, on a été accompagnés par toute cette communauté. Bon, après, il y a le consulat, il y a vraiment des personnes ici Ok. qui partagent ces expériences. Est-ce qu'il y a une grosse communauté justement d'entrepreneurs français ici? Et est-ce qu'elle est solidaire d'une Oui, manière générale? alors il y a une grosse communauté, la solidarité à fond. J'étais Mhm. même agréablement surprise en arrivant. On a tous cette petite chose en disant on vient aux États-Unis, on va pas s'entourer des Français, on va juste. Mais pas du tout en fait, c'est le naturel qui est là, on s'attire en fait. Mhm. Et puis on le voit dans nos événements French Tech, toutes ces personnes qui veulent partager, tu veux lever de l'argent, je te conseille telle personne, tu cherches des bureaux, viens partager avec moi. Voilà, donc oui, il y a une belle communauté. On est 60 000 Français ici dans la Oui, baie. oui. Donc des entrepreneurs, imaginez, il y en a beaucoup. La French Tech, comment se porte-t-elle en ce moment? Alors, quand on voit le contexte à la fois politique en France, qui n'est pas fameux, et géopolitique ici, avec un nouveau président et des méthodes qui sont différentes de celles qu'on avait avant, comment on vit ça quand on est ici, Alors, actuellement? je dissocie vraiment la French Tech en France d'ici. Ici, on est une entité internationale autogérée par nos partenaires. Donc, on n'a pas vraiment ce lien et cette casquette politique. Donc, elle vit grâce à nos board members et à nos ambassadeurs. Et on est totalement détaché. Donc, on ne ressent pas ça ici. Il y a la dynamique du travail, de l'innovation, de l'AI. Donc, ça, on le ressent, on le vit pleinement. Mhm.
La partie politique américaine, bon, je la laisse aux commentateurs politiques, on ne la ressent pas. On peut avoir des ralentissements au niveau peut-être des visas, mais je vois toujours autant d'entrepreneurs arriver et nous demander des conseils. Et voilà, c'est sûr que c'est pas facile d'arriver aux États-Unis. C'était déjà pas facile il y a 10 ans. Oui, parce qu'il y a aussi cette histoire de visa à $100 000. Oui, mais il n'y a pas qu'un visa en fait. Je crois que oui, je crois que c'est ça. Mais il y a beaucoup de visas. C'était déjà difficile il y a quelques années pour nous. Oui. Donc en fait, il faut mouiller le maillot. Hein. C'est comme tout, quand on veut quelque chose, c'est pas juste je vais aller aux États-Unis, je claque des doigts, j'arrive. Ça demande de l'argent, c'est financier ici, c'est un pays qui coûte très cher. Et donc pour venir ici, oui, c'est très compliqué. Mais maintenant, c'est pas impossible. Donc il suffit de trouver un bon avocat, il suffit d'avoir les moyens de venir ici, d'avoir un beau projet. Il faut un avocat et ensuite quand on tout vient se déroule. Ici. Oui, quand même, globalement. Ouais. C'est dingue parce que c'est pas du tout la même vision qu'on a quand on arrive en France en fait. Quand on est étranger, qu'on arrive en France. Ouais. Après, ça dépend du projet. Si on veut venir pour avoir une aventure, on prend un visa étudiant ou un visa autre. Bien sûr. On n'a pas besoin Mais à partir du d'avocat. moment où on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut tout border. Oui, voilà. L'IA. Vous entendez que ça en ce moment ? Oui, c'est tous les jours. Et puis, comme vous le savez, chaque jour, il y a une innovation, une nouveauté. C'est passionnant. Moi, je suis très heureuse d'être en plein dans ce passage. Voilà. Il faut être au cœur de l'actualité, pas passer à côté. Au début, c'était un peu ça. C'est même mes amis qui sont chez Meta. J'ai mais comment tu suis ? Il me dit, mais c'est tous les matins, c'est un update en permanence et c'est... Voilà, c'est être au cœur de l'actualité. Donc, on parle beaucoup de ça, effectivement, et on a la chance d'avoir des ingénieurs français au cœur de l'action ici, et ça, c'est vraiment top. Alors, quand on discute avec des personnalités que vous connaissez, comme Luc Julia ou d'autres, ou Yann Lequin, etc., c'est vrai qu'ils nous disent à chaque fois, ils répètent qu'on a les meilleurs ingénieurs au monde. L'IA, voilà... La France, c'est un peu le berceau de l'IA parce que, il y a de très bons mathématiciens, etc., etc. Franchement, vous le ressentez ici, c'est-à-dire que on est ingénieur IA, on est un bon mathématicien, on vient ici, on peut exploser. Ah oui, tout à fait. Je ne sais pas, vous avez dû en rencontrer beaucoup quand vous allez dans toutes ces grosses boîtes américaines. Mais il y a des Français partout, à des postes à l'exécutif, quoi, dans la recherche, dans les produits. Ils sont là, ils sont discrets parce qu'ils travaillent énormément. Mais effectivement, et ça n'a pas ralenti. On parlait des entrepreneurs, des Français, des ingénieurs français qui arrivent ici, ça n'a pas ralenti du tout. Il y a un vrai talent. Et à part l'IA, est-ce que vous voyez quand même malgré tout d'autres tendances émerger actuellement ? Oui. Ou est-ce que l'IA écrase tout parce que c'est vraiment le sujet Non, du effectivement, mais en parallèle, tout continue, la biotech, la health tech, effectivement, mais c'est évidemment lié toujours un petit peu avec l'AI, mais la cybersécurité, en finance, il y a énormément de choses qui se passent. Dans tout ce qui est sustainability, c'est peut-être plus discret en termes médiatiques, mais si, d'ailleurs, nous, on construit un petit peu nos événements, les thématiques. Il y a des choses qui sont construites sur toute l'année, et puis on reste focus sur l'actualité, à se dire, OK, dans 2 mois, il va peut-être y avoir quelque chose sur l'Ocean Tech parce qu'il va y avoir une annonce qui va être faite, que ça soit politique ou géopolitique, et hop, qu'on soit là au cœur de l'actualité. Merci beaucoup, Sophie. De rien, merci à vous. Pour cette présentation de cette French Tech San Francisco qui est indispensable. Merci beaucoup. Merci. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, Tech & Co, toujours ici à San Francisco, au cœur de la Silicon Valley. Nous sommes dans les locaux de KT Innovation. On remercie d'ailleurs KT Innovation de nous accueillir ici avec ce cadre, si vous êtes à la télé avec nous, qui est incroyable. Autre personnalité, j'allais dire emblématique de la tech qui est ici, c'est Cédric Hutching qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Cédric. Bonsoir François. Et merci d'être avec nous. Cédric, alors pour tous ceux qui connaissent WeThings, vous étiez à l'origine de WeThings avec Eric Carrel. Vous avez vécu l'aventure aussi de WeThings qui a été racheté par Nokia et qui après a été racheté par Eric Carrel quelques années plus tard. Ça fait quelques années que vous êtes ici aux États-Unis, je crois 8 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et précisément suite à cet événement, au rachat de WeThings par Nokia. Ouais. La tech, ça a toujours été votre vie, finalement ?
Oui, ça depuis. Donc j'ai fait des études d'ingénieur en France, puis aux États-Unis, et puis je suis tombé dans le bain de l'entrepreneuriat et de la tech dès mon premier job. Ouais. Donc la santé connectée, c'était WeSings au début. Voilà, on va pas refaire toute l'histoire, mais on aura en plus bientôt Eric Carrel qui sera avec nous. Donc ça, c'est cool. Et puis, depuis quelques années, vous avez co-créé une boîte qui s'appelle Outsite. On est toujours dans la tech. Il n'y a pas de lidar chez WeSings, peut-être un jour d'ailleurs, on ne sait pas, mais votre spécialité aujourd'hui, c'est le lidar avec Outsite. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites? Bien sûr, donc Outsite est une société, donc déjà on développe des solutions dans le domaine B2B, donc c'est un peu moins parlant parfois que l'électronique au grand public comme WeSings, mais on développe des solutions d'intelligence spatiale. Je vais essayer de parler en bon français ici, donc je vais peut-être chercher mes mots, mais c'est pas grave. On aide nos clients qui gèrent des infrastructures dans lesquelles il y a des mouvements de personnes, de véhicules, à d'abord capter l'ensemble de ces mouvements dans des milieux très complexes, je pourrais donner des exemples, et faire sens de ces mouvements pour mieux concevoir des services, opérer leurs infrastructures. Donc on fait une solution d'intelligence spatiale. Pourquoi tout le monde s'excite pour le lidar? On a l'impression que c'est un truc qui est en train de révolutionner énormément de choses, alors dans l'automobile, mais vous en parlerez tout à l'heure parce que je crois que vous avez passé un accord avec un aéroport américain. Enfin, on se rend compte que c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important. Oui, c'est vrai. Alors, en même temps, c'est à la fois ancien et nouveau. Donc, le principe du lidar, donc c'est un capteur qui est très particulier, qui émet de la lumière et mesure le temps d'aller et retour, donc le temps de rebond de la lumière qui a été émise, afin de mesurer les distances. Et il fait ça plusieurs centaines de milliers de fois par seconde dans toutes les directions, donc pour fabriquer une perception en 3 dimensions. Donc c'est je dirais la qualité de base du lidar et qui en fait un capteur très unique. C'est un capteur actif qui perçoit nativement la 3D. C'est aussi vieux le principe que le laser, mais la miniaturisation, la réduction des coûts, l'augmentation des performances a rendu ce capteur éligible à énormément d'applications. Et Outsite, en fait, utilise ces capteurs pour déployer ces solutions. En gros, si je mets un lidar dans cette pièce, il va pouvoir me la scanner, en quelque sorte, en 3D, de manière très précise. C'est ça? Exactement. Donc savoir où sont les murs, s'il y a des objets qui sont les meubles, etc. Il va les voir, en fait. Voilà, il voit les objets et ce qui est aussi très important, il voit le déplacement des objets. Alors, il voit potentiellement. Il faut un cerveau, il faut un logiciel et c'est ce que fait Outsite. Mais donc, il y a l'outil, puis après il y a toute l'intelligence derrière. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est ce que notre cerveau en fait processe ou traite en permanence, c'est cette capacité à comprendre son environnement en 3 dimensions, ses déplacements, les déplacements, encore une fois, des choses qui nous entourent, et le lidar rend ça possible. Justement, vous parlez de B2B. Dans quelle, on va dire, activité le lidar a du sens? Alors là, dans les environnements dans lesquels justement il y a beaucoup de déploiements, alors je vais faire une digression sur l'AI, qui est un sujet qui revient souvent. Voilà, on parle souvent d'AI, on comprend bien le potentiel ou la puissance de l'AI pour traiter le langage, donc écrit, oral, pour traiter l'image. Mais il y a une nouvelle modalité, ou l'audio, donc les 3 grandes modalités en fait de l'AI. Nous, on est sur la 4e, qui est la 3D. Donc la perception en temps réel de l'environnement en 3 dimensions. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc un exemple, on a des clients qui gèrent des aéroports. Les aéroports, c'est des mini-villes, en fait, dans lesquelles il y a... donc aujourd'hui, nos clients, dans lesquels on déploie nos solutions aujourd'hui, voient passer 28 millions de passagers par an. Donc ça fait beaucoup de mouvements et beaucoup d'interactions. Et nos solutions permettent de faire sens, encore une fois, de ces interactions pour mieux concevoir le futur et planifier le futur de ces infrastructures. C'est-à-dire que là, le lidar n'est pas sur les pistes des aéroports, il est véritablement pour scanner en fait les mouvements des foules, c'est ça, de la population. En bon anglais, on appelle People Flow Monitoring, mais donc c'est la surveillance ou la compression des flux des personnes et des objets dans une infrastructure. D'accord. Ça a du sens d'avoir des lidars sur des pistes d'atterrissage, pour des avions, des choses comme ça bien aussi, sûr. ou pas? Donc, bien sûr, en fait, là où il y a du mouvement, donc il y a la notion de turnover, en fait, les temps et toutes les opérations qui sont liées autour de l'avion qui a atterri et avant son prochain décollage peuvent être surveillées aussi en extérieur par des technologies type lidar. Aujourd'hui, le gros de nos applications, c'est plutôt indoor.
Ok, mais les caméras font ça aussi, non, finalement? Pourquoi Non. le lidar? Alors non, non vraiment, vraiment pas. C'est-à-dire que la caméra ne peut pas nativement percevoir les distances et les positions relatives des objets. Oui, mais comme vous le dites, on peut rajouter de l'intelligence derrière la Mhm. caméra. Il y a Mhm. plein de startups, d'ailleurs Mhm. françaises, Mhm. qui sont sur ce milieu-là Ouais. et qui permettent d'analyser l'image et de la rendre plus parlante, en fait. Oui, alors, et c'est vrai que dans le principe, et c'est une question qui revient souvent, et d'ailleurs, en fait, nos clients ont des réseaux de caméras déployés pour d'autres raisons, pour des raisons de sécurité, et sont très sensibles à cette promesse de dire bah, est-ce qu'on pourrait utiliser ce flux vidéo pour faire ce que vous nous promettez de faire? Mhm. Et en fait, très rapidement, on se rend compte que non, en pratique, ce n'est pas possible. Cette information n'est pas captée par les caméras, et ensuite, lorsque vous regardez ce qu'on appelle le workflow, c'est la manière dont traiter cette information pour essayer d'en dégager par de l'AI de la vidéo, c'est des coûts d'investissement et une complexité qui n'est absolument pas apportée. Et c'est pour ça que nos clients déploient aujourd'hui des réseaux de capteurs LiDAR pour capter cette information très particulière qui est liée au mouvement. L'autre force aussi du lidar, c'est la préservation en fait de la vie privée. Je ne sais pas si évidemment, ça, à mon avis, ça doit être aussi un moyen fort aussi pour vous démarquer. C'est-à-dire que le lidar va savoir qu'il y a quelqu'un qui passe, mais on ne saura pas qui c'est. Bah, merci de relever ce point. C'est un des points uniques qui est lié à cette captation, c'est qu'elle est anonyme et elle est nativement anonyme. Donc parfois on fait des captations vidéo et on dit bon voilà on l'anonymise, mais en fait bon, l'information était là et effectivement on peut vous identifier, vous reconnaître. Et toute technologie qui utilise la vidéo pour traquer un mouvement repose sur la reconnaissance, le fait qu'on reconnaît François à plusieurs reprises et on peut en déduire ce mouvement. Avec des lidars, donc d'abord on ne perçoit pas cette information, on est incapable de créer une image et de reconnaître François. Vous allez voir une silhouette, c'est voilà. ça? Mais on ne la perd pas de vue. Et que c'est vraiment les points essentiels, c'est on ne la perd pas de vue. Même dans une foule. Voilà, même dans une foule, puisque le réseau, en fait, collabore, le réseau de capteurs collabore pour fabriquer ce qu'on appelle une sorte de capteur virtuel sans ombre. Donc vous n'êtes jamais caché dans toutes les directions par une autre personne et on ne vous perd pas de vue. En anglais, on parle de suivi from curb to gate. Donc dès l'arrivée à l'entrée de l'aéroport jusqu'à l'embarquement, Okay. on ne vous perd pas de vue. Mais alors, Cédric, petit scénario, je rentre dans un aéroport que vous équipez. Il y a des lidars un petit peu partout. Le premier lidar qui va être à l'entrée va me détecter. Et puis ensuite, ce sont les autres qui, comme ils discutent entre eux, vont pouvoir me suivre, même si je suis dans une foule compacte, et savoir dans quelle direction je vais. C'est ça? Oui. Et je dirais même que ce n'est pas le premier, c'est les premiers lidars qui vous détectent. C'est qu'il y a déjà une collaboration. En tout point donné, il y a plusieurs lidars qui vous perçoivent, entre guillemets. Et c'est ça qui garantit en fait le suivi et ce suivi qui est assez unique vis-à-vis de la vidéo. Ouais. Alors, donc, vous travaillez pour comptabiliser des mouvements de foule, c'est ça, hein? Il y a d'autres usages sur lesquels vous travaillez chez Outsite? Oui, donc on a aussi des clients qui gèrent des centres logistiques, par exemple, qui déplacent donc, des objets de taille importante, comme des containers, tout simplement. Et le déplacement de ces containers est suivi par une infrastructure LiDAR afin de télécommander, j'aime pas parler d'autonomie, mais de télécommander le véhicule qui déplace ces containers. Donc en fait, c'est pour ça que dès le départ, je parlais de suivi des déplacements, soit de personnes, soit de véhicules. Donc on a des clients qui gèrent des centres de logistique de manière de plus en plus automatisée grâce à une infrastructure LiDAR qui est déployée sur l'ensemble du site logistique. On a d'autres clients qui, eux, fabriquent des voitures. Donc je prends un exemple, qui fabriquent des grands constructeurs en Allemagne, qui fabriquent des voitures, qui aujourd'hui, ces voitures, à la fin de la ligne de fabrication, sont déplacées automatiquement sur des kilomètres, parce qu'en fait, il faut se rendre compte c'est un flux, c'est-à-dire que c'est plusieurs milliers de véhicules par jour qui sont déplacés maintenant, télécommandés, grâce à une infrastructure qui a été déployée par Outsite. Donc il n'y a pas de lidar dans le véhicule? Non. C'est les lidars alentours qui vont pouvoir piloter le véhicule. Parce qu'ils vont savoir où il va. Exactement. Et dans quelle direction il va, ils le guider en fait. Exactement. Et pour donner des ordres de grandeur de performance, c'est qu'ils savent où les véhicules vont 10 fois par seconde avec une précision telle qu'il peut le déplacer et envoyer des commandes de déplacement à chacun des véhicules.
Il y a un sujet aussi qui alimente un petit peu l'imaginaire et qui fait fantasmer, c'est la robotique. J'imagine que le lidar dans la robotique a des perspectives incroyables, non? Oui, en fait, dès qu'il y a des déplacements, nous, on a, dans la première vie d'Outside, on a eu beaucoup de clients dans le domaine de la robotique et sur en fait l'idée que toute la robotique donc, a besoin de cette couche de perception. Donc un robot a besoin un robot qui se déplace, a besoin de comprendre son environnement, son propre déplacement, etc. Et on a eu beaucoup de clients qui étaient dans le domaine de la robotique, mais dont la montée en échelle était plus lente que prévu, comme ça arrive parfois dans le domaine des startups, et on s'est spécialisé dans les infrastructures, effectivement dans les opérateurs qui font bouger des objets, comme les exemples qu'on vient de donner, mais commandés par l'infrastructure. Mais vous avez raison, il y aura des lidars absolument dans toutes les applications dans lesquelles il y a du mouvement, c'est absolument certain. On voit aujourd'hui des startups qui développent des robots humanoïdes. Il y aura forcément des lidars pour évidemment comprendre leur environnement et on comprend aussi la complexité de tout cela. S'il y a plusieurs lidars dans une pièce qui pourront en fait même diriger le robot dans l'espace finalement. C'est ça qui est en fait, vous pointez un peu sur ce à quoi on croit beaucoup, c'est ces déploiements hybrides dans lesquels la perception elle est mutualisée entre l'objet lui-même et l'infrastructure. Et les deux doivent communiquer afin de déplacer l'objet en sécurité et en efficacité. Eh bien voilà, ça s'appelle Outside. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter tout cela, Cédric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cédric Hutchin, donc dans Tech & Co, la quotidienne. Vous l'avez vu depuis San Francisco. Vous restez avec nous, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble. On revient juste après cette petite pause. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne, spéciale Silicon Valley. François Sorel. Tech & Co, la quotidienne, nous sommes toujours là, ici, au cœur de San Francisco. J'accueille maintenant Grégoire Gambato. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Alors Grégoire, comment le présenter? Parce que j'ai un peu regardé votre parcours. Vous avez été un gros influenceur sur LinkedIn. Vous êtes entrepreneur, bien évidemment. Vous avez aussi lancé le growth hacking. Non, pas lancé, mais en tous les cas, c'était l'une de vos spécialités. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, d'ailleurs. Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le growth hacking. Et j'ai cru comprendre que c'était la frugalité dans la communication, mais la plus... comment dirais-je, la plus efficace possible. C'est hyper intéressant d'ailleurs. C'est ce que vous aviez fait aussi. Vous êtes toujours là-dedans? Non, c'est plus ce qu'on fait maintenant, mais c'est ma vie d'avant. En fait, moi j'ai un parcours assez atypique. Et en gros, à l'époque, growth hacking, puis growth marketing. J'avais eu la chance d'être le spécialiste français sur le sujet. J'étais monté assez rapidement. J'étais devenu influenceur sur LinkedIn. Oui. Du coup, j'avais beaucoup aidé les gens à expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser des stratégies d'acquisition un peu maline. J'avais écrit un bouquin qui s'était très bien vendu avec Frédéric Canvet qui avait fait un énorme taf dessus. Ça, c'était en quelle période? Ça, c'était entre 2018 et 2022. Okay. D'accord. Et du coup, j'étais très connu pour ça. Et du coup, j'avais une boîte de service à l'époque qui s'appelait Germinal, qui était assez connue. On bossait avec un tiers du CAC 40. Que vous avez revendu après? Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que je détestais le service. Et j'avais une petite frustration sur le fait que je me rendais compte que je jouais un peu dans ma cour. Je jouais avec la France, je rencontrais des Français, mais je me disais, je joue un peu dans l'arrière-cour, alors que moi j'aimerais bien jouer dans la grande cour. Du coup, après, j'ai lancé une boîte où là, on a levé de l'argent, on a lancé une boîte tech, qui était une plateforme pour aider les développeurs qui font du logiciel libre à se rencontrer et à être financés, qui s'appelait OnlyDust. Et on bossait qu'avec des clients américains, israéliens, etc. Là, on n'avait aucun client français. On avait une communauté, on était dans plus d'une quarantaine de pays. Et en fait, et au bout de 3 ans, on a fait une bonne année 2024, on a fait 3,8 millions de revenus récurrents. Ce qui à la fois est très bien et ce qui à la fois ici est rien du tout. et je me oui, c'est vrai qu'on est sur des échelles ici. Ouais, non, mais moi, mon compétiteur là, sur l'activité qu'on fait là... 4 millions d'euros, c'est... Pour donner un exemple, mon compétiteur là, qui est Mercor, ils sont passés de 1 à 500 millions de revenus en 18 mois annuels. C'est dingue. C'est ça mes compétiteurs. Et c'est quoi OnlyDust? Et du coup, OnlyDust, c'est cette plateforme. Et sauf qu'on est arrivé ici, donc on a financé énormément de projets open source. L'année dernière, on a distribué plus de 15 millions de dollars de bourse à 400 projets pour financer des projets d'infrastructure, sur des langages de programmation un petit peu compliqués, etc. Et en fait, on est arrivé ici et du coup, je voulais continuer l'activité ici, lever de l'argent auprès d'autres entreprises.
Et en fait, il y a des labs donc d'IA, donc des Google DeepMind, des Anthropic, des OpenAI. Je peux pas vous donner les noms, mais juste pour donner, c'est ce genre de boîte-là. Et il y en a pas beaucoup. Donc peut-être que mes clients sont de ce nom, mais je peux pas le dire. Ils ont besoin en fait de data, c'est ça? Exactement. Ils nous disaient, mais en fait, votre communauté de développeurs, les gars, en fait, nous on en a besoin parce que comment est-ce qu'aujourd'hui les modèles d'intelligence artificielle font pour progresser sans entraîner? Il y a la partie pré-training, c'est-à-dire on les entraîne avant. Ça, on en a beaucoup parlé. On prend toute la donnée qu'il y a sur le web et on l'ingurgite au modèle et on essaie de les rendre intelligents avec ça. Sauf qu'une fois que tu as fait ça, tu as un enfant de 5 ans qui sait tout sur tout, qui a lu tous les livres du monde, qui a une mémoire complète et qui prend des champignons. Donc des fois, il hallucine un peu, mais c'est vraiment ça. Tu as un enfant de 5 ans en face de toi. Sauf que cet enfant de 5 ans, il sait exactement, il a le manuel dans la tête de comment est-ce que je peux courir, comment est-ce que je peux monter les escaliers par exemple en courant, mais il l'a jamais fait. Donc il sait qu'il y a telle méthode, qu'il y a tel truc, mais quand il essaie de le faire, il se pète la gueule. Et en fait, donc c'est là où on arrive à la deuxième phase, qui est, il le sait le faire en théorie, et on a besoin de lui apprendre. Comment le transformer pour qu'il comprenne le geste. Et ça, c'est le post-training, notamment le renforcement de learning. Ouais. Donc là, en fait, on va lui dire... Et on passe de 5 ans à... et là, en fait, là, on peut arriver au niveau de l'intelligence des meilleurs êtres humains sur le sujet. En quelques mois. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on va apprendre au modèle à faire tel geste qu'il n'arrive pas à faire. Donc, on va apprendre à l'enfant de 5 ans, monte sur cette marche, il va y arriver, puis après, on va lui dire maintenant cours, et maintenant cours comme ça, et maintenant cours comme ça, et à la fin, il va être capable de courir aussi vite que Usain Bolt. Mais on va devoir lui apprendre progressivement. Et nous, c'est notre travail, c'est en fait d'identifier les sujets sur lesquels les modèles sont pas bons. Grâce à notre communauté de développeurs, ils nous disent par exemple, quand moi je code en Rust sur tel sujet, ça marche pas. Je dis c'est génial, le modèle ne marche pas, on crée des problèmes. Et ensuite, on va les donner au labo. Les labos les utilisent pour faire leur entraînement, donc le post-training, l'entraînement après. Et du coup, elle a release la nouvelle mise à jour. Là, le modèle, il marche. Et mon boulot, c'est de faire trouver tous les trucs sur lesquels les modèles sont pas bons. Et ensuite, le donner au modèle. Les modèles l'utilisent, ils l'entraînent. Et après, c'est fait. C'est ici donc que vous cherchez l'Eldorado. Ouais. Un peu le chercheur d'or et passer à l'échelle finalement. Vous êtes arrivé quand? Je suis arrivé en janvier. Ah oui, c'est tout frais là. Ouais. C'est arrivé en janvier, mais... Vous étiez en France avant? Ouais, j'étais en France et je me disais qu'est-ce que je pourrais faire si j'étais vraiment ambitieux, si j'étais vraiment déterminé, qu'est-ce que je ferais? Moi, j'ai fait 33 ans de ma vie à Grenoble. Je suis même pas parti en Erasmus. Je parlais quasiment pas anglais. Et je me suis dit, je viendrai à San Francisco. J'étais terrifié globalement. Et là, comme ça, vous êtes venu avec vos valises? Ouais, avec ma femme, j'en ai parlé, qui est médecin urgentiste, Valérie, que je remercie parce qu'on en parlait en faisant du ski de rando au Ménuire. Et je lui dis, ça te dirait d'aller à San Francisco alors qu'elle n'était jamais dans la ville? Elle m'a dit, ok. On a fait notre demande de visa, ça a pris un peu de temps, ça a pris 9 mois, mais on a rendu notre appart, on a fait une fête de départ. On s'est mariés pour le visa. Et enfin, on s'aime parce qu'on est ensemble depuis 12 ans. Oui, bien sûr. On se serait peut-être pas mariés. C'était une formalité. Voilà, c'était une formalité, il fallait quand même le faire. Et les médecins urgentistes ici ou c'est compliqué? Non, il n'y a pas de transition. Du coup, elle s'est mise à travailler pour des startups. Et du coup, là, aujourd'hui, elle travaille soit pour des startups, soit elle travaille pour la réserve sanitaire. Là, par exemple, en ce moment, la Mayotte. Donc, il y a 2-3 mois dans l'année où on se voit pas. Et puis elle peut aussi travailler parfois sur des périodes courtes en France, etc. Donc bon, voilà. Mais oui, ça pose c'est une vraie complexité. Mais on est arrivé là, je lui ai dit, est-ce que t'aimes bien la ville? Et elle m'a dit oui. J'étais en mode, c'est tant mieux, parce que sinon on était mal barré. Et ouais, au début la piscine est froide, parce que moi la première fois que je suis arrivé à un événement, je suis arrivé en disant moi voilà ce que j'ai fait, etc. À l'époque, du coup, on avait le business Only Desk, qui aujourd'hui, on a les deux marques. On a la marque Control G pour les labos, la marque Only Desk pour les développeurs, parce qu'en fait, à la fois il nous faut une communauté de développeurs, à la fois il faut qu'on parle avec les labos d'IA, d'intelligence artificielle, donc je disais Google, OpenAI, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, donc moi j'étais très content à l'époque, c'était notre 3e année, on avait fait 3,8 millions de revenus récurrents. J'ai un investisseur qui m'a posé la main sur l'épaule et qui m'a dit, ça doit pas être facile. Oui, pour lui, c'était ridicule. Pour lui, c'était ridicule. Il m'a dit, et vous travaillez dur pour avoir le point d'inflexion, je suppose. Oh là là. Et il m'a dit du coup, en mode, ouais, t'es mort en fait. Et là, c'est quoi quand on se prend cette claque? Parce que c'est en fait, où on se décourage, on se dit, bon, ok, on va retourner à Grenoble, soit alors ça nous booste pour rentrer dans la cour des grands, finalement, non? Moi, ce qui était très dur, c'est que j'étais tout seul à ce moment-là. Mon équipe était en France, donc j'avais 9 heures de décalage horaire. Et du coup, j'ai eu un mois un peu d'euphorie, où j'ai dit, tout est possible, c'est incroyable. Et puis au bout de 3 mois, tu te dis, mais en fait, je suis pas au niveau, quoi. Et après, tu te dis, t'es pas au niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour être au niveau? Et du coup, tu commences ce process lent de rencontrer des gens qui sont bien meilleurs que toi, et tu commences à monter ton niveau sur tout. C'est-à-dire, en fait, j'avais des standards en entrepreneuriat, où je pensais que la vitesse, c'était ça.
Et en fait, on m'a appris que la vitesse, c'était pas ça. Que la vitesse, c'était ça x3. Et du coup, par exemple, moi, quand je travaillais, j'étais très content sur l'intensité de travail, sur la vitesse. En fait, j'ai dû changer tous mes standards, sur tout ce que je faisais. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était être bon quand on raconte une histoire? Qu'est-ce que c'était travailler beaucoup? Qu'est-ce que c'était aller vite quand on fait du développement pour son produit? Et ben tout ça, j'ai dû changer mes standards. Et comme un pote à moi dit, je dis je crois, mais la piscine est froide. C'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, je suis très très loin, quoi. Et là, la mer est là, elle est froide aussi. La mer, elle est à 13 degrés. Ouais, c'est pas terrible. Et du coup, j'ai dû changer mes standards sur tout. Ouais. Grégoire, juste une question. Quand on arrive ici, qu'on est seul, tout à l'heure, on discutait avec la patronne de la French Tech, San Francisco. Est-ce qu'il y a une communauté française qui vous a aidé? Alors, il y a beaucoup de Français ici. Et c'est assez incroyable parce que c'est vrai que la French Tech, je suis arrivé, j'ai vu Sophie. Sur la partie privée, il y a aussi French Founders, qui est un club privé. Mais en gros, c'est vraiment les deux communautés pour moi qui comptent. Et qui font que, en effet, j'ai pu rencontrer des Français genre qui sont d'un niveau juste incroyable. Il faut faire attention parce qu'on peut vite se retrouver à parler français toute la journée qu'avec des Français, etc. Oui, parce que c'est rassurant. Ouais, mais c'est incroyable. Hein. La French Tech, quand je suis arrivé ici, on fait quelques intros et en fait, on rencontre les bonnes personnes et c'est des gens, si nous-mêmes on essayait d'aller les contacter, ce serait difficile. Et le Frenchie, il est considéré comment ici? Sincèrement. Le Frenchie, les gens trouvent qu'on est bon, on est des bons tech, on est des bons développeurs. Et dans toutes les top boîtes, dans toutes les meilleures boîtes, dans le top 20, dans l'état-major, il y a un Français. Dans toutes les boîtes. C'est-à-dire que moi... C'est pas que des statistiques. Non. Ça veut dire qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a des vrais talents français qui arrivent à se hisser au top, en fait. Ah bah ici, il y a quand même des mecs qui ont monté des boîtes à plus de 50 milliards, hein, des Français. Et on n'en parle pas. C'est dommage qu'en France, on les connaisse pas. C'est vrai. Parce que les fondateurs de Datadog, les fondateurs de Snowflake, on devrait les célébrer en France et on les célèbre pas. Et on dit toujours oui, la France, on a une boîte, cette boîte à 6 milliards, cette boîte à 10. L'un des fondateurs de eBay est français d'ailleurs. Oui, et on les connaît pas. Et ici, on est bien, je pense qu'on est bien reconnu. Et je pense que la France, on est très très bon à former des talents incroyables. On est un peu moins bon à avoir un écosystème entrepreneurial qui permet vraiment de créer des géants pour plein de raisons. Mais du coup, c'est ce que disait le fondateur de Palantir. Il disait, mais moi, je recrute ad nauseam des Français en maths parce que c'est des énormes brutes. Il dit, c'est dommage que la France ait pas conscience et soit pas incapable d'utiliser ce vivier de talent. Il dit, du coup, moi, je les recrute, je vais venir ici. C'est pour ça que vous êtes parti aussi, parce que finalement, bon, voilà, en France, on peut avoir peut-être cette illusion d'un plafond de verre, en fait, si on veut exploser, si on veut créer sa boîte, etc. Quel est votre point de vue là-dessus ? En fait, il y a un truc qui est assez simple, c'est que les meilleurs entrepreneurs français sont parisiens, alors qu'ici, les meilleurs entrepreneurs français que je rencontre ici viennent souvent de régions. Donc en fait, il y a un... Les Parisiens restent à Paris. Les Parisiens restent à Paris parce qu'ils sont dans un endroit où ils ont fait les grandes écoles, ils sont reconnus ils sont dans un système élitiste et qui sert très bien la France. Et moi, comme j'ai pas réussi à rentrer dans un système élitiste, j'ai raté mes concours, je vais pas dire, j'aurais bien aimé faire HEC au Polytechnique. Et ben, je suis venu ici et ici, en fait... pour un Américain, je suis comme vous quand vous regardez un Bulgare et qui vous dit l'université qu'il a fait, vous en avez rien à faire. Et ici, c'est exactement pareil. Ils disent, mais moi que t'aies fait Polytechnique, HEC ou le master en droit à Grenoble, je sais pas ce que c'est. Je connais pas ta ville. Pour moi, Paris, c'est juste Tour Eiffel, baguette. Donc du coup, les diplômes sont pas importants. Les diplômes sont importants au sein des Américains, pour les Américains. Mais quand on est étranger, on va juger sur pièce en fait. Ils vont beaucoup plus juger sur pièce, notamment pour les entrepreneurs. Bien entendu, c'est pas parfait. Donc on peut être autodidacte ici. Oui, réussir. Oui, j'ai vu des autodidactes qui gagnent très 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 bien leur vie. Par contre, ce qui est compliqué à comprendre avec les US, c'est qu'il n'y a pas de plafond, c'est ce qu'on disait à l'instant, mais il n'y a pas de plancher. C'est-à-dire que plus dur sera la chute. Ouais, en fait, moi, quand je suis arrivé ici, au début, j'arrivais en disant moi j'ai fait un master, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai écrit un livre. Les gens disaient mais je m'en fous en fait. Ouais. Du coup, je suis vraiment reparti du plancher. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que oui, c'est comme quand je venais sortir quand j'ai monté ma première boîte, que j'avais 0 utilisateurs, etc., et que les gens me regardaient en mode t'es qui, t'es personne. Et ici, je suis redevenu personne. Et il y a vraiment cette violence de la société américaine qui est si on délivre en permanence, les gens ont envie de nous parler. Si on n'est pas intéressant, les gens ne nous parlent pas. Et d'ailleurs, ça se voit dans les événements. Ils sont très très forts. Ils vous posent 2 questions. Et si c'est pas intéressant, ils se cassent. Tout de suite. Moi, j'ai fait une soirée, j'ai parlé à 30 mecs. Il n'y en a aucun qui m'a parlé plus de 2 minutes. C'est mauvais signe alors s'ils vous parlent plus. Non, c'est mauvais signe, c'est qu'ils s'en foutent. Ouais, donc du coup, il faut arriver à comment est-ce qu'on arrive à les intéresser en fait, comment est-ce qu'on travaille son pitch et comment est-ce qu'on délivre. Parce que si on n'a pas de clients, et en fait ils sont très bons, ils disent. Et du coup, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 6 mois, t'en es où? Et si on voit qu'on n'a pas délivré, hop là, à plus. À bientôt.
Merci beaucoup Grégoire. Merci. C'était cool, ça durait plus de 2 minutes là. Ouais. Merci, c'est sympa. Only Dust et Ctrl G. Et plein de réussite ici à San Francisco. C'est un signe, le ciel se lève. Il commence à faire beau, c'est trop cool. Ouais, c'est pas toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Carl On va the parler Fog. d'espace dans un instant dans Tech & Co pour terminer cette émission spéciale depuis la Silicon Valley. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. On va parler Space Tech, vous savez que c'est un sujet qu'on aime beaucoup ici, on va en parler avec une boîte véritablement qui porte ce sujet-là. Il s'agit de Loft Orbital et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Damien Vaujour. Bonsoir Pierre Damien. Bonsoir, merci de me recevoir. Et merci de nous recevoir parce que vous êtes chez vous ici, San Francisco. Nous, voilà, pendant 48 heures et puis après, on va redevenir parisien. Vous êtes donc le CEO et le cofondateur de Loft Orbital, une très belle boîte dans la Space Tech, spécialisée dans les satellites. On va en parler dans un instant. Mais j'aimerais m'intéresser à votre parcours. Vous êtes originaire de Toulouse, qui est un peu le berceau aussi de l'aérospatiale finalement, avec des boîtes mythiques bien évidemment qui sont là-bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Oui, bien sûr. J'ai commencé mon parcours en tant qu'ingénieur spatial. J'étais à une école à Toulouse qui s'appelle Supaéro. Oui. J'ai fait une deuxième partie aux États-Unis, à l'université au Michigan. J'ai commencé ma carrière... Donc très vite les US. Très vite les US. En fait, j'ai commencé de manière assez internationale. J'ai commencé en Europe. Oui. Je travaillais à l'Agence spatiale européenne, qui est l'équivalent de la NASA pour l'Europe. Donc j'ai travaillé aux Pays-Bas, j'ai travaillé en Suède. Ensuite, je suis allé aux États-Unis. J'ai travaillé pour une fondation qui s'appelle la Fondation X-Prize, qui permet de Oui, bien sûr. débloquer des situations où le secteur privé et le secteur public sont bloqués. Mhm. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. En faisant ça, j'ai eu l'occasion de travailler avec le directeur de la NASA à l'époque, qui m'a proposé de venir travailler pour lui dans le centre de recherche de la Californie en face de Google à Mountain View. Et donc j'ai déménagé pour aller travailler là-bas. J'ai passé quelques années à la NASA. Étant dans la Silicon Valley, tous mes amis créaient leur propre société. Et donc j'avais envie de rejoindre une start-up. Il y a une start-up qui s'est créée dans le spatial que j'ai rejoint, qui s'appelait Spire, qui en 2021 a fait son entrée en bourse. Et depuis, j'ai créé Loft Orbital il y a à peu près 7 ans. Et vous êtes ici depuis une dizaine d'années, c'est ça ? Je suis ici depuis une dizaine d'années, toujours très international. Donc même aujourd'hui, en fait, on a des opérations à San Francisco, Colorado, Toulouse, Abu Dhabi. On est à Singapour aussi. Okay. Et donc en fait, vous êtes plus souvent dans les avions que dans votre domicile en fait. Je suis beaucoup en déplacement, ce qui est aussi un challenge par rapport à tout ce qui est empreinte carbone, etc. On essaie de faire attention tout de même si on est une boîte internationale. Donc on essaye d'avoir pas mal d'initiatives au niveau de la société, optimiser voilà, les exactement, c'est ça, qui permettent de minimiser l'impact carbone sur le sujet. Loft Orbital est une boîte française. On a plusieurs sociétés, on est un groupe. Oui. On a une société française, on a une joint venture à Abu Dhabi avec le gouvernement émirati. Okay. On a une société américaine et on a une filiale de notre société américaine qui sert à servir la défense américaine, dans laquelle on a les clearances, donc les habilitations top secret et confidentielles compartimentées, qui est une société séparée, qui est une filiale 100% possédée, mais qui est une filiale séparée dans laquelle il n'y a que des Américains et avec dans un environnement top secret. Qui fait Loft Orbital ? C'est quoi votre job ? Alors notre vision, c'est de changer un peu la façon dont l'industrie spatiale opère, qui a été relativement peu changée depuis une cinquantaine d'années. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de devenir une vraie société d'infrastructure spatiale. De la même façon que AWS, Azure, Google Cloud, tous ces hyperscalers qui sont des sociétés de cloud ont permis à l'ensemble du monde de développer, déployer et faire tourner des applications sur leur infrastructure. On fait la même chose mais dans l'espace. Donc on rend simple le fait de déployer soit des charges utiles, par exemple la NASA va nous donner une caméra qui suit la température de l'océan ou la température au-dessus des pôles, ou une société commerciale va nous donner une radio qui permet de prédire le climat ou prédire la météo plus simplement, ou tout simplement de déployer des applications logicielles, uniquement des applications d'intelligence artificielle à bord de nos satellites. C'est vraiment comme le cloud dans l'espace, où on permet à des clients finaux d'avoir des informations en temps réel sur ce qui se passe. Donc de la même façon qu'on peut demander à ChatGPT ou à Google une question sur ce qui s'est passé hier, avant-hier, l'année dernière, nous ce qu'on veut offrir, c'est qu'on puisse poser des questions en temps réel. Donc ça veut dire, dis-moi, dès qu'il y a un feu de forêt qui commence dans le parc national du Vercors, dis-moi combien il y a d'avions en ce moment à Charles de Gaulle, dis-moi dès qu'il y a une petite embarcation qui part d'une plage au Moyen-Orient. Mais les satellites qui vont avoir ces caméras ne vous appartiennent pas, c'est ça ? Si, on est propriétaire des satellites. Ok, d'accord. On est propriétaire de l'infrastructure.
Donc on est vraiment comme... Donc vous lancez vos propres satellites. Exactement. On possède et on opère notre propre flotte de satellites. D'accord. Et aujourd'hui, vous en avez combien, les satellites? Alors aujourd'hui, on en a une 40aine en production. On en a 7 en orbite. Ok. Et on en lance une 12aine l'année prochaine. Et alors, vos clients, on a bien compris que c'était des capteurs, des photos, des caméras, des choses comme ça. C'est qui vos clients? Il y a donc une partie défense, j'imagine, parce qu'en plus, dans ce contexte géopolitique incertain et de conflit, ça doit être une part de plus en plus importante de votre business, non ça? Alors, pas forcément une part de plus en plus importante, mais il y a certainement de plus en plus de demandes. Le spatial, de manière générale, et c'est un peu... On peut le regretter, mais la réalité, c'est que ça sert à adresser les challenges à l'échelle globale, à l'échelle du monde entier. Donc les 2 use cases principaux qui augmentent la demande pour notre business, c'est tout ce qui est climate change, donc on va dire données météo pour la prévision météo, données climatiques pour la compréhension du changement climatique à l'échelle globale, Ouais. et puis tout ce qui va être réponse aux enjeux climatiques, donc réponse à l'inondation, réponse à détection, prévention de feux de forêt, etc. Parce qu'avec le réchauffement climatique, on se rend compte qu'il y a des épisodes météorologiques inédits. Exactement. Plus de tempêtes, plus de canicules, des choses comme ça. C'est ça aussi, à mon avis, à votre avis, qui pousse toutes ces boîtes à investir là-dedans, dans ces capteurs? Beaucoup de nos clients, en fait, sont des sociétés ou des gouvernements qui utilisent notre infrastructure Ok. pour pouvoir mieux répondre à ces enjeux. Des assurances aussi? Nos clients directs ne sont pas des assurances, mais on a certains clients qui fournissent de l'information Ok. pour des compagnies d'assurance. Ok. Mais c'est un marché en effet qui est important. La deuxième partie, en effet, c'est la défense, dans un environnement géospatial qui est en train de changer beaucoup, où il y a beaucoup de demandes de souveraineté. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'être capable de fournir des solutions souveraines en France, mais aussi à Abu Dhabi, aussi aux États-Unis, aussi en D'où Asie la du Sud-Est. multiplicité de joint Exactement. ventures et de sociétés, pour qu'il y ait quand même une espèce que tout ça soit isolé, en fait. C'est ça? Voilà, en fait, la stratégie, c'est de s'appuyer sur une supply chain en France et sur du talent en France. Ok. Donc, on est un client important de la plupart des acteurs français, donc Safran, Thales, Airbus, Mhm. la plupart des startups françaises. On est des clients importants pour eux. Et on déploie ces capacités pour en faire une solution complète d'infrastructure qu'on vend à l'export. Et donc, on vend à Abu Dhabi, qu'on vend aux États-Unis, qu'on vend en Asie du Sud-Est. Vous démocratisez aussi justement l'exploration, en tout cas par l'espace, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de startups aujourd'hui qui essaient de faire baisser en fait le coût à la fois du lancement des satellites, mais aussi de la fabrication des satellites. Vous faites partie aussi de cette nouvelle génération? En partie, oui. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est pas tellement de faire quelque chose qui va être 20% plus cher, 20% moins cher, ça serait mieux, 20% plus rapide, 20% plus performant, mais à l'inverse, de changer fondamentalement la manière dont on peut utiliser l'asset. Quand on utilise le cloud aujourd'hui, c'est pas parce que le serveur qui tourne sur un data center d'Amazon est 10% moins cher ou 10% plus performant. C'est parce qu'Amazon a créé la couche d'abstraction qui permet de rendre facile le fait de déployer des applications dessus. Et ça, c'est une notion qui est évidemment constante dans le software, dans l'IA, dans le cloud, qui est complètement inexistante dans le spatial. Et donc on essaye d'amener une mentalité des best practices du software, de l'industrie software, et de l'amener dans le spatial. C'est vraiment ça ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous lancez des satellites, ce sont des satellites qui ont une multiplicité de missions finalement, avec plusieurs clients. Ou est-ce que, par exemple, je sais pas, vous avez un Safran qui va vous dire, lance-moi ce satellite, il est que pour moi? Alors on a les deux. On fournit à la fois des satellites dédiés pour certains clients, qui payent pour l'ensemble du satellite. Et là, vous les fabriquez, c'est ça? On achète plusieurs parties, notamment la chaîne française. Par exemple, vous avez mentionné Safran, on achète des caméras à Safran, on achète des radios à Safran, on va acheter des bus à Airbus, etc. D'accord. On met tout ça ensemble en utilisant nos produits qui nous permettent d'avoir une solution d'adaptateur universel, de faire voler de manière très simple et très rapide des charges utiles qui autrement prendraient très longtemps. Donc oui, c'est exactement ce qu'on fait. Des solutions dédiées pour des clients, des solutions, ce qu'on appelle la solution rideshare. Donc il y a plusieurs clients à bord. On fait voler plusieurs caméras, plusieurs radios, plusieurs lasers à bord. Et puis on offre aussi une solution de constellation. Donc une constellation, c'est une flotte de satellites dédiés. Donc un client qui va dire, voilà, moi je veux avoir... Par exemple, on a un de nos clients qui est une société canadienne qui nous paye à peu près 200 millions de dollars pour avoir une constellation de 10 satellites dédiés pour eux, pour l'agriculture. Donc ils ont un ensemble de caméras à bord qui permettent de détecter la maturité, le type, la santé des champs agricoles à travers le monde. C'est quoi, on va dire, l'innovation qui vous bluffe le plus en ce moment? C'est l'IA, justement, qui, adossée à toutes ces données, arrive à
récupérer en fait des informations, à prédire des choses. C'est la qualité des capteurs qui s'améliore de mois en mois ou d'année en année, qui permettent de voir des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer voir auparavant. Qu'est-ce qui vous bluffe en ce moment? Oui, l'IA, c'est sûr que c'est bluffant. C'est une capacité qui change, à mon avis, avec le même impact qu'a eu Internet sur la société. Je pense que l'IA aura un impact du même ordre de grandeur, ce qui est vraiment majeur pour la société. C'est en train de transformer tous les secteurs quasiment. Oui, mais comme Internet, aujourd'hui, imaginez faire quoi que ce soit sans avoir email, ou sans téléphone portable. Enfin, c'est compliqué. C'est une autre société. Donc oui, on voit l'IA qui est un facteur vraiment important. Il y a probablement, les gens en parlent beaucoup. Je pense que beaucoup moins de gens comprennent vraiment ce qu'on fait dans l'IA par rapport au nombre de gens qui en parlent. Mais c'est clairement une tendance qui arrive, qui est très forte. Et donc il faut arriver à bien se positionner pour prendre ce que ça a de meilleur à offrir, tout en faisant attention à ne pas tomber dans le hype de choses qui n'ont aucun sens. Vous parliez tout à l'heure justement de l'empreinte carbone, du fait de vos déplacements, mais le spatial a un impact au niveau de l'empreinte carbone. C'est quelque chose que ça doit être compliqué, parce que un déchirement finalement, parce que c'est votre business de lancer des satellites. Mais on voit qu'il y en a de plus en plus. Quand on voit un Elon Musk et bientôt Jeff Bezos qui vont lancer des milliers, voire des dizaines de milliers de satellites, quel type de réflexion ça vous porte? Alors c'est un point important. C'est intéressant parce qu'on a une société avec très multiculturelle et qui est très attachée à ça. Donc pour nous, c'est une valeur qui est essentielle. Ce qui est intéressant, c'est que souvent la perception des gens, c'est de se dire quand on lance un satellite, il y a une fusée qui décolle, ça crée des émissions de gaz. Ce qui est vrai, mais ce qui est extrêmement déminimé, ce qui est complètement minime. Ce qu'il faut bien voir, c'est l'ensemble des informations qu'on a sur le changement climatique aujourd'hui, ça vient du spatial. L'ensemble des informations qu'on utilise pour la météo, ça vient du spatial. On va polluer un peu pour en fait un bénéfice qui est beaucoup plus important en fait. Oui, mais il y a un facteur c'est pas un facteur de 1000 ou d'1 million, c'est de l'ordre de plusieurs milliards, le facteur de différence entre deux. C'est-à-dire que ce qu'on va émettre pour émettre satellite, c'est vraiment un pouillem, comme on dit. C'est vraiment pas c'est pas significatif du tout. Par contre, là aujourd'hui, par exemple, on fait voler plusieurs missions pour la NASA pour avoir des informations infrarouges sur la température au-dessus des pôles, la température au-dessus des océans. On a une société commerciale qui fournit des informations pour les modèles météo toutes les 6 heures. Quand vous avez la météo qui est mise à jour, ça utilise des données d'un de nos clients qui vole sur un de nos satellites. Et donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc on pense avoir un impact vraiment très très bénéfique. Donc c'est pas du tout un déchirement, au contraire c'est un encouragement. C'est ça qu'il fallait bien voir. Mais après, il y a ces débris de satellites, parce qu'on le sait, un satellite a une durée de vie. Quand il est en basse orbite, il dure moins longtemps que quand c'est un satellite qui est en orbite géostationnaire. Ça crée des déchets, etc., etc. Vous êtes sensible à ça aussi? Oui, bien sûr, c'est un sujet qui est de plus en plus important avec l'avènement des méga-constellations. Oui. C'est vrai qu'il faut bien voir qu'en un an, SpaceX a lancé plus de satellites que l'ensemble de l'humanité depuis qu'elle a existé. Donc il y a une croissance qui est complètement exponentielle. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant point de vue, pour les investisseurs, etc. Pour Starlink, tout ça. C'est nécessaire ce que fait Elon Musk ou c'est démesuré? Ce que SpaceX a fait, surtout avec sa capacité à lancer des fusées de manière régulière, c'est exceptionnel. Il n'y a pas une seule boîte, un seul gouvernement qui a réussi à faire ça depuis jamais. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment exceptionnel. Il faut bien voir que SpaceX lance une centaine de fusées par an. Oui. Ça devient commun. L'Europe en lance quelques-unes par an. Oui, bien sûr. Il y a un facteur énorme. Donc c'est... Sans parler du personnage en lui-même qui est devenu beaucoup plus controversé, on va dire, depuis les 12 derniers mois. Ce que SpaceX a fait, c'est absolument exceptionnel. Maintenant, pour la question des débris spatiaux, faut bien voir que nous, on va lancer quelques dizaines de satellites. Encore une fois, par rapport à des dizaines de milliers, c'est peanuts. Et surtout, nos satellites sont en orbite basse. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans l'atmosphère au bout de 7-8 ans, dans tous les cas. Et même si on voulait, on n'aurait pas la capacité de les garder en tant que débris spatiaux. Donc tant qu'on est en orbite basse, on s'assure que le satellite rentre de manière naturelle dans l'atmosphère, brûle et se désintègre. Et c'est une condition nécessaire pour obtenir une licence. Donc c'est même pas est-ce que Loft, est-ce que moi, est-ce que le management care about it? C'est pas est-ce que c'est important pour nous? C'est juste, en fait, c'est nécessaire par rapport à la régulation. Donc il n'y a même pas de question à se poser. Voilà, ça s'appelle Loft Orbital. Merci beaucoup, Pierre Damien.
Pierre-Damien Vaujour, donc vous en êtes le cofondateur et le CEO. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Voilà, et après l'espace, on va revenir pas très loin d'ici, on va aller du côté de Palo Alto, rencontrer quelqu'un que vous connaissez si vous êtes un fidèle de Tech & Co, c'est Luc Julia qui sera avec nous. Et Luc Julia nous racontera un petit peu sa vie à Palo Alto, ça fait plus de 30 ans qu'il est ici. Il nous racontera son parcours, quelques minutes qu'on passera avec Luc Julia juste après cette petite pause. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne, spéciale Silicon Valley. François Sorel. Allez, on poursuit notre Silicon Tour ici, dans Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Petit détour par Palo Alto, avec eh bien, quelqu'un qu'on aime beaucoup, vous le savez ici dans Tech & Co. C'est Luc Julia qui nous fait l'amitié de nous recevoir chez lui. Salut Luc. Bonjour François. Merci de nous recevoir. Alors, on est ici dans un cadre un peu champêtre, petit jardin japonais, etc. On est dans tes bureaux, enfin tu as quelques bureaux ici, juste au-dessus. Tu vis ici aussi. Et, pas dans les bureaux. Oui, mais... Pardon ? Pas dans les bureaux. Pas dans les bureaux, non, tu as une vraie maison, mais pas loin d'ici. Et en fait, je voulais qu'on parle d'autre chose. D'habitude, c'est vrai qu'avec toi, on parle d'intelligence artificielle, etc. Mais là, j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et comment un Luc Julia, qui est, je crois, originaire du sud-ouest de la France, est arrivé ici, donc aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Je crois que c'était il y a quelques années. Tu es devenu d'ailleurs citoyen américain. Et aujourd'hui, tu partages ta vie entre la France et les États-Unis. Raconte-nous un peu cette histoire-là, parce que ça peut être intéressant de se projeter et d'avoir un peu une idée de ton parcours. Alors, c'était il y a longtemps, hein, parce qu'effectivement, je suis arrivé ici il y a un peu plus de 32 ans maintenant. 32, d'accord. Quoi, c'était des années 90 ? Voilà, ouais, c'était en 93, 94. 93, ok. Quand je suis arrivé... Auparavant, tu étais en France, donc ? J'étais en France, j'étais à Paris. Je faisais mes études, je faisais mon PhD, mon doctorat. Ouais. Je suis parti, j'étais au CNRS, dans un labo du CNRS. Je suis parti parce que c'était pas exactement ce que je pensais que ça allait être. Je suis allé au MIT d'abord, à Boston. Et à Boston, en mois de juin c'est sympa, mais au mois d'octobre il fait froid. Plus froid que maintenant ici. Là, c'est de l'autre côté, ouais, parce que là, pour tout vous dire, il y a un peu de vent, mais le fond de l'air est frais quand même. Il fait une vingtaine de degrés, mais c'est frais quand même. Ouais. Et donc du coup, je suis de Boston, je suis parti à Stanford. Donc ici, j'ai atterri à Palo Alto. Mon premier appartement était à Palo Alto, effectivement. Mais alors, pourquoi Palo Alto ? Parce que déjà, alors évidemment, dans les années 90, c'était le cœur de l'innovation. Ouais, c'est le cœur de la Silicon Valley. C'était déjà la Silicon Valley, c'était déjà Silicon Valley, c'est 1949. Ah ouais. Donc c'est la Silicon Valley 1949. Hewlett Packard qui démarre, joue avec un peu d'électronique. Et donc ça départ, c'est la Silicon Valley. Donc le Silicon qui devient le roi du monde. On va dire le sang du processeur, quoi. Exactement. Et puis c'est aussi le sang de cette vallée. Et c'est marrant parce que 1949, c'est 100 ans après 1849, qui est la ruée vers l'or. Et donc le silicone, c'est le nouveau métal, le nouveau Eldorado. Après l'or, mais bon, on va y revenir. Mais c'est amusant parce que le silicone aujourd'hui revient tellement dans l'actualité. Avec Nvidia, avec les GPU. En fait, les processeurs ont toujours existé, mais là, ça y est, ils sont devenus les rois du monde avec tout ce qu'on sait sur l'IA générative, etc. Exactement. Donc donc j'arrive. Pourquoi Palo Alto ? Parce que c'est le cœur de la Silicon Valley, parce que c'est Stanford. Stanford est dans Palo Alto, même si c'est une université qui a sa propre indépendance, mais ils sont à Palo Alto. Et moi, je travaillais donc à Stanford, dans un labo de Stanford. Juste remontons un petit peu le temps. Tu quittes Paris parce que ça allait pas, tu n'étais pas content. Il faut quand même avoir du courage et de l'ambition de se dire... De la chance. De la chance parce que en fait, ce que j'avais fait, c'est que pendant que je faisais ma thèse, j'avais écrit 2-3 papiers
qui avait été un peu remarqué, si tu veux. Ok. Et donc j'ai pu Par, aller au par MIT. par des gens d'ici. Par des gens du MIT, par des gens de Stanford. Ok. Donc d'abord j'étais au MIT, les premiers parce que c'est le plus près. Et puis bon, le MIT c'est mythique pour Bien un sûr. informaticien. Et puis bon, comme ils faisaient frais, je suis effectivement parti du MIT et je suis venu ici à Stanford parce que c'est aussi mythique et parce que j'ai pu, par chance aussi, et j'ai demandé, on m'a dit oui, donc si tu veux. Et donc voilà, donc je suis Mais tu arrivé étais ici. totalement bilingue, tu étais. Absolument pas, non. Absolument pas, je parlais pas un mot d'anglais. C'était un cauchemar, j'ai appris l'anglais à Toulouse. Tu peux imaginer, l'anglais toulousain, c'est pas vraiment... c'est un peu. ouais. Ouais. Non, c'est terrible, je comprenais rien du tout. Quand j'étais au MIT, je comprenais que dalle, quoi. Quand ils me parlaient, je comprenais rien. C'était un cauchemar, et ils comprenaient rien à ce que je disais non plus. Donc, Mais malgré tout, ouais, avec bah, le temps. tu sais, c'est comme tout, ça s'apprend. Donc j'ai gardé un accent très français aujourd'hui, mais bon, ça va mieux. Et donc, j'ai appris à parler anglais. Puis surtout, à Stanford, ici, là, j'ai intégré un labo qui était super, qui était le labo d'intelligence artificielle de Stanford Research Institute. Et puis voilà, donc j'ai travaillé là. Mais si tu veux, le truc surtout, j'étais pas là pour rester, moi. Je pensais pas que j'étais pas tellement attiré par les États-Unis. J'étais attiré par ces labos, j'étais les étoiles dans les yeux pour ça. Mais bon, j'étais pas pro-américain, tu vois. J'étais même plutôt anti-américain de base. Ouais, donc tu y allais un peu à reculons en disant ça va être une étape de ma vie, de quelques mois, voire quelques années. Donc je fais des stages, en quelque sorte, des sortes de post-doc. Tu savais ce que tu voulais faire ou pas à l'époque? Moi, je savais que je voulais faire de la recherche en informatique, je voulais chercher des trucs différents, je voulais trouver surtout. Ouais. Et je savais que je voulais faire des machins pour les vrais gens. Tu sais, moi, depuis que je suis tout petit, je veux faire des machins pour les vrais gens. Et donc, je savais que je voulais faire, je voulais tripoter des ordinateurs. Ça faisait une bonne quinzaine d'années déjà que je faisais de l'informatique, parce que l'informatique individuelle était arrivée une quinzaine d'années avant, et j'avais la chance de pouvoir tripoter des ordinateurs depuis. J'étais un hacker, c'était ce que j'étais. Et donc je savais. Tu te considérais comme un hacker à l'époque, c'est ça? J'étais un hacker, oui. Je triturais les machines, je tripotais les machines, c'était n'importe quoi. Tu faisais quoi? Tu faisais des trucs un peu... Ouais, je ne vais pas te le dire, mais je faisais des trucs un peu... Tu peux le dire, il y a prescription. C'était il y a 35 ans. Ouais, j'ai hacké le Minitel, j'ai hacké des trucs comme ça. Les décodeurs Canal+, ou ces trucs-là? Non, ça je faisais pas, c'était plus d'électronique, ça m'intéressait. Le Minitel? Ouais. On pouvait hacker le Minitel? Ouais. Les sites du Minitel, je suis rentré dans les sites du Minitel. D'accord. Ouais, bon. Ok. Là, c'est une part un peu plus sombre de Luc Julia qu'on connaît moins. Ouais, non, c'est pas... J'ai fait des trucs... non, pas clean. Il y a prescription, on va dire. Ouais, allez. mais c'est prescription, si on commence à parler du ministère de la Défense, tu vois, c'est... Bon. Ok. Donc, on va arrêter. D'accord. Et donc... c'est Xavier Niel aussi qui avait été en contact avec le ministère de la Défense à l'époque. Enfin, avant toi, je crois. Lui, c'était avant, et lui était plus sur le Minitel Rose que sur... Exactement. Non, mais il avait été aussi contacté, je crois, par la Défense, parce que il était un peu hacker aussi, il bidouillait des trucs, et il s'était rendu compte qu'ils avaient besoin de ce type de profil, en fait. C'est intéressant. Bah oui, parce qu'ils se sont fait hacker. Exactement, exactement. Je te confirme. Et donc... Donc du coup, je savais que je devais faire de l'informatique en général, donc c'était ce que c'était, et je savais que mon truc c'était les interfaces homme-machine. Mon but dans la vie, en fait, quand on parle d'interface homme-machine, on parle toujours de choses où les gens vont pas avoir d'interface, justement. Le but du jeu, c'est de les éliminer, ces interfaces. Éliminer la souris, éliminer le clavier, pour que les gens fassent ça le plus naturel possible. Donc, les interfaces vocales, les interfaces gestuelles, tout ça, c'est ce qui m'intéressait. C'est ma thèse. Ma thèse, c'était les interfaces multimodales. Donc c'était comment, en fait, repenser l'ergonomie de tous ces appareils? Voilà, donc, en fait, enlever l'ergonomie, enlever les appareils, faire en sorte qu'ils n'existent plus, qu'il n'y ait plus d'interface. La meilleure interface, c'est pas d'interface. Donc c'était mon but. Juste une question. Est-ce que tu as été bien intégré dans cette communauté? Parce que c'est quoi? C'est une communauté? C'est une famille? C'est ça, justement. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, au départ, je n'étais pas là pour rester. Et puis on me dit, tu sais, il y a un groupe qui s'appelle BCAI. B comme Bay Area, donc c'est la baie d'ici. Et CAI, Computer Human Interaction. Ce que je faisais. Et donc ce groupe, c'était ce qui s'appellerait des meet-up aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des réunions. Et tous les deuxièmes mardis du mois, ils se réunissaient. Et on me dit, vas-y, va voir, c'est à Xerox Park, tous les deuxièmes mardis du mois, donc va voir.
Donc je vais à cette réunion pour la première fois de ma vie, j'arrive, Xerox PARC, alors déjà, tu y vas, tu es informaticien, tu as la chair de poule. C'est là où tout a été inventé, la souris, le machin, le système de fenêtres, etc. La mecque de la tech. Voilà, la mecque de la tech, la mecque de l'informatique moderne, on va dire. C'est là où Doug Engelbart était, mon voisin, qui était aussi mon voisin de bureau à SRI. Bon bref, enfin, c'était des trucs assez incroyables. Bref, donc on me dit, voilà. Donc j'y vais, j'arrive dans cet amphi. Alors, c'est un bâtiment des années 70, horrible, machin, tout ça. Mais tu arrives dans l'amphi, et là, il y a, je sais pas, 100, 150 personnes. Et en bas, les mecs qui sont là pour le panel du jour, c'est tous les mecs que j'ai cités dans ma thèse. Ils sont tous là. Waouh. Et ils sont dans des boîtes différentes. Alors c'est des vieux. Et tu les avais reconnus en fait bah parce ouais, que... évidemment. C'est mes idoles. Non mais tu avais leurs photos. Oui. Bah oui, Et donc c'est des vieux de 60 ans. Tu vois. Donc ils sont là. Et donc mais ils sont tous là. Et ils sont dans des boîtes différentes. Et c'est là que j'ai découvert l'esprit de la Silicon Valley, vraiment. C'est cet esprit justement d'intégration, cet esprit de coopétition, où les mecs qui sont dans des boîtes différentes, qui se battent à coups de milliards pour différentes machines, bien sûr. mais ils sont là pour faire avancer le schmilblick. Et ils discutent sur un thème particulier, je ne me rappelle plus quel a été le premier thème ce soir-là, mais et ils discutent, et ils font avancer le truc, et ils sont comme des gamins. Et tout le monde dans la salle, on est tous comme des gamins, on est là pour faire... Et on est tous excités. Tu veux dire par là que malgré la concurrence acharnée qui est entre ces boîtes, qui se battent à coups de milliards, tu le disais, il y a malgré tout un lien entre elles pour faire avancer la technologie. La modernité en fait. Exactement. Le sujet sur lequel on travaille tous, on le fait avancer sans partager des secrets industriels, mais on va dans la même direction pour pouvoir se challenger et faire avancer le truc. Et ça, c'est là où j'ai découvert donc, cette fameuse coopétition donc, et que j'ai dit c'est incroyable. Et c'est cet esprit de la Silicon Valley que j'ai réussi à traduire plusieurs fois après et que j'ai écrit dans un bouquin qui s'appelle « Un Français dans la Silicon Valley » où j'explique justement comment on passe de cette ruée vers l'or qui est exactement la même chose en fait, où tu as tous ces gens qui viennent du monde entier pour aller chercher la pépite, qui sont en compétition, mais qui sont en même temps en collaboration pour aller chercher la pépite. Parce qu'on est obligé de s'aider, de s'entraider pour faire la vaisselle, le jean, les machins, les trucs. Évidemment. Et voilà, et donc c'est le même esprit qui reste. Et cet esprit multiculturel aussi, très important, dans le sens où dans la vallée, tu as toutes les nationalités. Et quand tu regardes, il y a un chiffre important à comprendre pour le chiffre des ingénieurs, c'est la diversité des ingénieurs, la diversité ethnique des ingénieurs. 68% des ingénieurs dans la vallée sont étrangers. Parce qu'il n'y a pas assez d'Américains pour alimenter cette vallée. Et donc, il n'y a que 32% d'Américains. Et puis tu te retrouves avec la concentration du meilleur ici. Alors du meilleur, on ne sait pas, peut-être. Bon. Mais en tout cas, c'est pas les plus mauvais. Quoi. Disons que les gens qui viennent ici, ils viennent essayer de prouver un truc. De trouver un truc et de prouver un truc. Et donc cet esprit, moi, depuis, je l'adore. Et malgré tout ce qu'on peut dire, entendre, tout ça, il y a des hauts, des bas, hein, il y a des cycles dans la vallée. En 32 ans, je pense que j'ai connu 4-5 cycles de hauts et de bas, avec la bulle Internet en 2000, avec les subprimes en 2007-2008. Tous les 7-8 ans, il se passe un truc. D'accord. Là, c'est vrai qu'entre 2008 et puis la pandémie, c'est pas passé grand-chose. Il y a eu 12-13 ans sans. Enfin, il y a eu l'explosion d'Internet aussi. Enfin, l'explosion d'Internet. Ça, c'était donc. Enfin, le mobile aussi peut-être. Voilà, parce que si tu veux, les pépites dont je parlais tout à l'heure, qui étaient l'or et qui étaient après le silicone, ça a été Internet, ça a été le mobile, ça a été le metaverse, ça a été. Et là, maintenant, c'est l'IA. Et aujourd'hui, c'est l'IA. Et donc, mais l'IA, il y en a eu plusieurs aussi. Bien sûr. Et c'est ça qui est super rigolo en fait, c'est qu'on est toujours excité par quelque chose. Alors des fois un peu trop excité. Dans le métaverse, je pense qu'on s'est un peu trop excité. Et sur l'IA, on ne s'excite pas un peu trop là? Oui, si, on s'excite un peu trop. Mais certains disent qu'on est à l'orée peut-être d'une bulle qui pourrait nous péter entre les doigts. On est dans une bulle économique certainement, parce que quand on voit les valorisations des boîtes et tout ça, quand on voit les coûts de centaines de milliards qui sont investis, il y a tout un pan de cette IA, moi, que je trouve qui va pas marcher. Toute l'IA qui essaie d'aller vers cette IA générique, générale, qui n'existera jamais d'après moi. Donc ça va péter.
Et surtout, c'est eux qui attirent les plus gros investissements, mais ils sont obligés, maintenant ils sont rentrés dans cette course, qui est une course un peu folle. Et puis il y a les autres qui sont en train de comprendre qu'il y a des applications à l'IA qui sont intéressantes, ces IA génératives, ces nouvelles IA, et ce qu'on va appeler l'IA agentique, des IA plus frugales, plus petites, plus spécialisées. Ouais. Et il y a tout un pan aussi de cette économie-là qui est en train de se développer en ce moment. Et celle-là, je pense qu'elle va rester et elle ne va pas péter. Mais c'est comme ça, c'est à chaque fois comme ça que ça se développe. Et cette excitation permanente, bah pour moi, c'est effectivement cette ambiance qui fait qu'il se passe des trucs en permanence. On revient donc à la rencontre avec tes mentors finalement, qui étaient à côté de toi. Donc ils sont tous là en bas. Tu les as rencontrés, tu es allé les voir bien sûr, comme un petit enfant qui voit, je sais pas moi, une star de cinéma et tout, tu as discuté avec eux. Et puis la question aussi que je voulais te poser, est-ce qu'il y avait des Français dans cette communauté? Parce que tu disais 68% d'étrangers. Il y avait des Français quand même ou pas? Dans cette communauté-là, en particulier, là, ceux dont je parle ce soir-là, ou le premier soir, et la communauté CAI, il n'y avait pas beaucoup de Français, non. Mais par contre, des Français, il y en a toujours eu beaucoup dans la baie. Des gens qui ont fait plein de trucs, beaucoup dans l'électronique au début. Ils étaient forts en électronique. Tu sais, il y avait les vieux de la vieille ici. C'est le mec qui avait inventé des Turbo Pascal, qui est toujours un peu dans le coin, qui fait du bateau à Santa Cruz maintenant. Donc il y en a eu toujours plein des Français dans la région. Et aujourd'hui, il y en a toujours beaucoup. Aujourd'hui, dans l'IA, il y a d'autant plus de Français qu'on est bon en maths et que l'IA, c'est des maths. Et donc, il y a beaucoup, effectivement, de Français dans les IA aujourd'hui. Donc, mais à l'époque, sur cette communauté-là en particulier, c'est vrai que il n'y avait pas énormément de Français, mais bon, il y en avait déjà quand même qui étaient là. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Tu disais au début que tu étais plutôt anti-américain, tu allais rester quelques mois et que après tu allais peut-être revenir en France ou aller ailleurs, mais pas rester aux États-Unis. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu es tombé amoureux de ce pays et tu as décidé de fonder ta famille et vivre ici en fait? C'est ça, c'est cet esprit de collaboration. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Finalement, tu t'es rendu compte que les États-Unis, c'était pas l'image d'Épinal que tu avais depuis la France? Tu sais, pour moi, les États-Unis, l'image que j'en avais dans mon Toulouse local, c'était des égoïstes. Des gens qui sont très individualistes. C'était l'image de l'Amérique telle que je pense que plein de gens... le capitalisme. Exacerbé. Ouais. Et là, il y a ça, quelque part. Mais ici, dans cette Silicon Valley, il y a plus de collaboration, de coopération, d'entraide. Alors, c'est pas des bisounours, faut pas exagérer non plus. Mais cette ambiance-là, pour moi, était complètement différente de ce que je m'étais imaginé. Et donc, c'est ça qui me fait rester, en fait. Et c'est vraiment ce soir-là, en fait, que je me suis dit, mais c'est génial. Et d'autant plus qu'en France, on m'avait expliqué que dans mon labo du CNRS, il fallait peut-être pas que je collabore trop avec un autre labo du CNRS, ce que je trouvais complètement idiot. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc c'était une des raisons pour lesquelles j'étais parti, qui m'avait énervé, parce que ça avait cassé un peu. Là, c'est pas de la compétition française, c'est de la jalousie. Enfin, c'est tout ce qu'on déteste en fait. C'est exactement ce qui est ridicule. Ouais. Et donc bon, je dis pas que c'est comme ça aujourd'hui ou que c'est comme ça partout. Mais c'était comme ça dans mon labo. C'était ma chef qui m'avait dit, tu collabores pas avec les gens de Grenoble. Alors qu'il y avait un gars à Grenoble qui s'appelait Arnaud Gourdol, qui s'est d'ailleurs retrouvé ici aussi dans la vallée plus tard, qui faisait des trucs très similaires à ce que je faisais et je voulais travailler avec lui. Ton premier job, sérieux, c'était quoi? C'était chercheur à SRI, Stanford Research Institute, donc je suis devenu chercheur. Rapidement, donc là, tu as été embauché? J'étais embauché, c'est mon job. Tu étais salarié, et puis au bout tu cherchais sur quoi, là, à l'époque? Les interfaces multimodales, les interfaces vocales, les interfaces... Et tu bossais pour des marques spécifiques ou... Non, c'était dans le labo, c'était de la recherche. C'était de la recherche pure, recherche appliquée, dans un labo de Stanford. Et au bout de 2 ans, je travaillais avec un gars qui était arrivé en même temps que moi, qui s'appelait Adam Chyer, donc que tu connais parce que j'en parle souvent, c'est mon ami depuis 32 ans maintenant. Avec qui tu as fait après plein de choses, on a fait plein de trucs, dans Syrie, etc. On a donc créé tous les deux un labo, parce qu'on nous a dit au bout de 2 ans, créez votre labo.
qui pour moi était une aberration, parce que j'avais le schéma mental du CNRS, chercheur 1, chercheur 2, directeur 1, directeur 2, machin. Bon. Et là, on me dit, bah, tu peux créer ton labo, on te donne des fonds, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai dit, bah ok, je vais créer mon labo. Et on a créé CHIC, Computer Human Interaction Center. Donc très français. C'est pas le groupe de musique. Non, c'est pas le groupe de musique, mais c'était très franchouillard, tu sais. Ouais. Donc moi j'aime bien les acronymes de merde, hein, donc j'en profite. Donc Computer Human Interaction Center, ça marchait bien. Et puis ça marche chic, ça marche dans toutes les langues voilà, finalement. Enfin, en tout cas en anglais et en français. Et donc voilà, on a créé CHIC, et dans CHIC on a fait plein de trucs. On a fait plein de premières en fait, hein, donc de la réalité augmentée. Alors, on a déjà fait de la réalité augmentée à l'époque, en 1996-97. Mais alors c'était quoi? Avec des lunettes, avec un masque? C'était avec des quoi lunettes, oui, mais c'était de la simulation de réalité augmentée sur un pare-brise de voiture. Et donc ça te permettrait de voir en surimpression sur le pare-brise des choses que tu demandais. Enfin, c'est pas toi qui te demandais, en fait, c'est ton frigo qui te demandait. Parce qu'on travaillait sur les objets connectés. Parce que comme ce qu'on voulait, c'était faire des interfaces multimodales, on voulait connecter les gens avec les objets et que ça soit complètement transparent. Et donc il y avait mon frigo connecté qui appelait la voiture pour dire qu'il n'y avait plus de lait. Et donc s'affichait sur le pare-brise les épiceries où je pouvais acheter le lait. Il n'y avait pas de GPS, on est en 96, 97, donc GPS n'existe pas. Et donc tu pouvais appuyer sur un des trucs et tu pouvais te diriger vers l'endroit où était le magasin. Mais tu te dirigeais comment, puisque le GPS n'existait pas? On avait fait un pseudo-GPS, et puis comme nous travaillions, nous, avec des gens de la NASA et puis un peu des gens de l'armée. Donc le GPS existait déjà, il existait pour l'armée. Mais bien sûr, il n'était pas public. Il n'était pas libéré pour le grand public, c'était plus tard. Exactement, et donc nous, on a... Ok, vous avez hacké le truc. On n'avait pas hacké, on avait accès. Vous avez accès au truc. À des choses, et donc entre la NASA et les auautres labs qui sont dans le coin, hein, ils sont tous ici là. On s'était bien amusé, donc on a fait la réalité augmentée, on a fait un assistant vocal qui plus tard deviendra donc Siri. On a fait le frigo connecté, la voiture connectée. Enfin bon, on a fait plein de trucs de débiles quoi. Chic. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on a fait 9 projets. D'accord, le chiffre 9 est un chiffre important pour moi. Et le 9 septembre 99 à 9h du matin, 9/9/99 at 9. Ouais. D'accord, donc que les 9, là, c'était une des dates extraordinaires, hein, avant la fin du siècle. Donc le 9/99 at 9, on a montré nos 9 projets. Donc on était dans la presse, on a fait la une de tous les journaux du coin. Il y avait déjà du marketing tout ça. On s'est un peu marketé parce que je savais que j'avais déjà décidé à l'époque que j'allais faire des périodes de 10 ans. Ok. Et donc des cycles de 10 ans. Ouais, des cycles de 10 ans. Et donc j'étais en train de finir ma période de 10 ans de recherche. Ça faisait 10 ans, exactement. La décennie 90, c'était ma décennie de recherche. Et je savais que j'allais créer des startups. Parce que ici, dans la Silicon Valley, tu ne peux pas faire autre chose que créer des startups. Et puis au bout d'un moment, si tu veux vraiment gagner de l'argent... Si tu veux faire des sous, il faut faire des startups. Ça doit être hyper stimulant de voir des gens que tu connais, qui étaient chercheurs, qui après, bingo, décrochent la timbale et deviennent millionnaires. Enfin, je veux dire, ça doit être aussi motivant. Ça, c'est bien, mais c'est surtout, pour moi, ce n'était pas tellement l'argent qui me motivait, c'était surtout de pouvoir amener ces choses qu'on faisait dans les labos de recherche aux vrais gens. Parce que le problème des labos de recherche, c'est que tu es coupé un peu du monde quand même, tu es dans ta bulle de recherche. Et puis comme ta recherche, elle ne sort pas, elle sert à rien finalement, c'est ça. Donc moi ce que je voulais, c'est vraiment faire des startups pour amener ces produits, les produits similaires de ce qu'on avait fait pendant la recherche, des produits un peu avancés aux gens. Et donc c'est ce qu'on a fait en 2000. Donc j'ai créé un incubateur. Un des premiers incubateurs, hein, il y avait pas la notion d'incubateur existait avec Paul Allen, qui avait créé Interval, qui était le premier incubateur qu'il avait créé en 1998. Et Interval, c'était un peu mon modèle, sauf que lui, il avait mis 120 millions de dollars dedans. Moi, je n'avais pas 120 millions de dollars. Mais j'ai créé quand même l'incubateur avec 1 million de dollars. Et cet incubateur, il avait une différence essentielle avec Interval, c'est qu'Interval, il avait ramassé tous les gens de Stanford, les meilleurs et tout ça, et puis il leur disait,
faites ce que vous voulez, faites des boîtes, vous faites la boîte, et si ça ne marche pas, vous revenez. Et ça, c'était son erreur. Parce que quand tu as un filet, ici, les filets, ils n'existent pas. Et donc, quand tu as un filet, tu es trop tranquille, c'est trop confortable. Ouais. Et Il faut être dans le danger pour réussir. réussir. Et donc, mon incubateur s'appelait Bravo Brava. Hein, donc, le nom c'était très chic. C'était pas chic. Mais ça s'appelait Bravo Brava, mais c'était pas un truc public, c'était un truc vraiment pour nous, pour créer des boîtes. Et donc, on avait dit dès le départ, chaque fois qu'on va créer une boîte dans Bravo Brava, quand vous partez dans la boîte, vous ne revenez pas. Aucun moyen de revenir. Et donc, en 10 ans, parce que ça a donc duré 10 ans, en 10 ans, on a créé 5 boîtes. Et il y en a 4 qui ont réussi, dans le sens où elles ont été soit vendues, soit elles ont été développées par elles-mêmes de leurs propres ailes, elles sont parties. Donc, on va accélérer dans le temps. Après, bon, évidemment, ta période où tu as créé pas mal de trucs. On se souvient de Orb. Enfin, voilà, on en avait déjà parlé. C'était dans Bravo Brava. Voilà. C'était une de ces compagnies. Après, il y a eu, dans le désordre, mais juste pour donner quelques checkpoints, HP. Après, il y a eu Apple. Après, il y a eu Samsung. Tu as été directeur d'innovation chez Samsung pendant pas mal d'années. Là, maintenant, tu es donc chez Renault. Ton cycle, je crois que c'est ton cycle français, en fait, là, puisque tu parlais de 10 ans de cycle à chaque fois. Là, tu continues ton cycle où tu apportes ton savoir et ton réseau, tes connaissances à la France. Le but du jeu, c'est ça. Donc après les 10 ans de start-up, j'ai fait 10 ans de grosses boîtes américaines. Et après, je me suis dit, je vais faire 10 ans de grosses boîtes françaises pour amener quelque chose à la France. Parce que bon, je suis parti depuis 30 ans. J'ai fait plein de trucs, c'est rigolo, j'ai pas mal réussi. Je vais amener cette expérience, effectivement, je vais essayer d'amener cette expérience à certaines de ces boîtes. C'est drôle de se sentir, j'allais dire redevable, c'est pas redevable? Je suis redevable, parce que j'ai été éduqué en France, je suis franco-français, je suis franchouillard de base. Et le système éducatif français qu'on vilipende en permanence en France, pour plein de raisons. On laisse des gens sur le côté de la route, c'est très embêtant. Mais par contre, notre système qui crée les élites, nos élites sont extraordinaires. Et donc ça, je veux le répéter et le crier haut et fort. Et apporter ta petite pierre à l'édifice dans des boîtes françaises. Alors actuellement Renault. Peut-être d'autres après. J'aide des startups, j'aide des choses. Je fais partie de la French Tech. Ici, dans la vallée, je suis ambassadeur de la French Tech. Quand je suis en France, on me demande de faire des événements French Tech. Je vais des événements French Tech pour aller diffuser la bonne parole. Je suis un évangéliste, si tu veux, un évangéliste de cet esprit de la Silicon Valley, de la façon dont on fait les trucs un peu différemment. Et évangéliste de l'échec. Pour expliquer ce qu'on ne sait pas bien faire en France, on ne sait pas échouer correctement. C'est-à-dire qu'on a peur de l'échec. Non, mais puis surtout, l'échec est tabou. L'échec est tabou, on en a peur. Ici, c'est presque une force de raconter un échec, parce qu'on part du principe que si tu fais un échec, si tu as un échec, tu as appris et tu grandis et tu ne vas pas refaire la même erreur. Alors qu'en France, dès que tu fais un échec, tu es un raté, quoi. Tu vas au coin, tu vas au placard, etc. C'est fou. Hein. Et donc, j'essaye d'inculquer un peu cette idée que l'échec, alors il ne faut pas échouer tout le temps, hein, c'est pas le but du jeu, mais que l'échec est important, surtout quand on innove, en fait. C'est une frontière, tu sais, très très ténue, hein. C'est-à-dire que quand tu innoves, ça veut dire que tu fais quelque chose que personne n'a jamais fait. Donc c'est quelque chose qui est impossible. Et donc tu vas te planter. Mais des fois, tu réussis. Merci encore, Luc. Avec plaisir. Et ce Tech & Co est terminé. Pour notre deuxième jour depuis la Californie, depuis la Silicon Valley. Ça donne envie d'en faire plein d'émissions, mais on va revenir forcément. Il y a plein de choses encore à raconter. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. On sera là de retour depuis Paris. Et évidemment, les replays et les podcasts de cette émission qui vous attendent, bien sûr. À demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.